justement, l'État est en fin de retour, il propose une mesure qui se veut efficace pour lutter contre le narcotrafic en Hexagone, mais aussi et surtout en Guyane où celui-ci pullule. Et pour autant, on a des gens qui font des rapprochements. Et moi, je comprends son agacement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est insupportable et il y en a marre que dès qu'un politique de droite fait une proposition un peu audacieuse sur les questions de sécurité ou sur l'immigration, il se fait taxer de tous les noms. Vous prenez par exemple Jacques Chirac en 88, notamment, quand il fait... Il ne pas taxer de tous les noms. Non, mais si on va dire qu'il veut rouvrir le bagne à Cayenne, etc. Ensuite, vous prenez... Non, mais je vais t'amener, je vous ai pas coupé. Quand Jacques Chirac fait des propositions sur l'immigration en 88, on dit c'est facho Chirac. Quand Nicolas Sarkozy fait des propositions sur le Karcher face aux racailles dans les cités, on dit c'est un raciste, un extrémiste, etc. Quand Laurent Wauquiez fait des propositions sur les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, on dit que c'est un trumpiste. Quand Bruno Retailleau fait des propositions sur le narcotrafic, également c'est un raciste. À un moment donné, c'est insupportable, je pense, pour des politiques de droite, que ce soit Gérald Darmanin, Bruno Retailleau ou notamment Laurent Wauquiez, que dès que vous faites une proposition qui, en plus, se veut répondre à des problématiques concrètes en termes de politique publique, vous êtes taxé de tous les noms par une certaine bien-pensance. Allons sur le terrain. Qu'en pensent les moyens ? Je pense que ce n'est pas forcément une mesure efficace, mais pour autant, il ne faut pas s'interdire de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez rappelé dans le sujet, en 2012, des élus de Marseille, notamment face à l'explosion du nombre d'homicides par règlement de compte dans la ville de Marseille à la fin des années, de la première décennie des années 2000, des élus, y compris de droite et socialistes, ont appelé à envoyer l'armée dans les quartiers pour aller nettoyer les quartiers. François Hollande s'y était opposé. Je pense que cette décision-là a été le début justement de tous les drames qu'a connu Marseille, puisque le nombre d'homicides, quand vous regardez après cette décision en 2013, ont explosé et on arrive aujourd'hui à une situation qui est incontrôlée, puisque sur les 3 dernières années à Marseille, il y a eu autant de morts par règlement de compte qu'entre 1950 et l'an 2000, alors qu'on a toujours dit que Marseille est une ville historiquement criminogène. Pourquoi ? Parce qu'en disant aux narcotrafiquants que vous n'enverrez jamais l'armée, vous envoyez un message qui me paraît être mauvais, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à tout pour reconquérir les territoires perdus de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas jusque-là, mais pour autant, il ne faut pas s'interdire de ne pas envoyer l'armée, parce que le message politique qui est derrière, véhiculé auprès des narcotrafiquants, c'est que l'État ne sera pas prêt à tout pour faire respecter l'ordre dans... Mais si vous envoyez l'armée, Olivier Vial, ça veut dire que la guerre... Mais ça, ce sera ensuite. Ce sera le défi. Mais en tout cas, peut-être un choix aussi pour les adhérents, davantage un choix d'incarnation, finalement, plutôt que d'une ligne politique entre les deux hommes. C'est ça aussi qu'on peut dire en attendant le résultat ? En fait, quand on compare avec le précédent duel Fillon-Copé, il y a 2 choses qui sont à noter. La première, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est qu'on est sur une campagne qui n'est pas une campagne agressive, alors qu'on pourrait penser que ça aurait tout indiqué que ça aurait pu être le cas, puisque lorsque vous avez très peu de différences idéologiques, comme c'est le cas entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, qu'il faut donc se distinguer sur l'incarnation, sur la personnalité ou sur la stratégie politique, ça amène nécessairement à prendre davantage à donner davantage de coups individuels, personnels aux candidats. Là, on peut voir quand même que sur ce point-là, ça n'a pas été le cas. Le deuxième point, quand on compare avec le duel Copé-Fillon, c'est qu'en fait, quand il y avait le duel Copé-Fillon, vous votiez quasiment, François Hollande était tellement bas dans les sondages, était tellement impopulaire aux yeux des Français, que vous votiez quasiment pour le prochain président de la République. Or là, quand même, malgré tout, pour le prochain président des Républicains, que ce soit Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, il faudra composer avec un match à droite avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella, en fonction de qui pourra être le candidat du Rassemblement national. Oui. Et puis vous devez composer aussi également avec un candidat centriste, Édouard Philippe, voire Gabriel Attal ou Gérald Darmanin. Et donc, dans cette circonstance-là, même si vous avez une élection présidentielle 2027 qui va être une élection différente, puisque vous n'aurez ni Macron et probablement ni Marine Le Pen, vous devez quand même voter pour un candidat qui sera le candidat de la droite, mais qui va devoir composer avec d'autres candidats qui ont aussi leurs arguments, donc le candidat du Rassemblement national et celui de la Macronie. Exactement. Moi, je pense que le sujet, c'est ce qu'a dit François, c'est-à-dire qu'en fait, les Français, d'où qu'ils viennent, veulent davantage de fermeté sur les questions de sécurité et ne veulent pas qu'on construise de places de prison. Donc, à un moment donné, il faut que l'État tranche. Et l'État doit trancher. Et si par cas, c'est nécessaire et c'est efficace d'ouvrir davantage de prisons, une nouvelle prison ultra sécurisée en Guyane, je pense qu'il faut le faire. L'autre point, ensuite, après, c'est de se dire, OK, on fait ça pour nos compatriotes d'outre-mer, mais aussi, il faut leur assurer de la sécurité et de l'ordre aujourd'hui. Comment on pouvait dire aux Guyanais que vous allez, par exemple, leur imposer une prison supplémentaire
parlementaire et laisser des flux migratoires qui sont hallucinants en Guyane. Je comprends les Guyanais qui disent mais vous nous imposez, vous nous envoyez quasiment vos détenus les plus dangereux et vous êtes incapable de faire respecter l'ordre de la frontière française du coup avec le Brésil, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a quasiment, selon une note du ministère de l'Intérieur, 55 000 clandestins en Guyane. C'est quasiment 25% de la population qui habite le territoire. De la même façon qu'à Mayotte, c'est comme si vous allez expliquer qu'on va construire une prison immense à Mayotte et qu'on va y mettre tous les détenus les plus dangereux de France, et alors même qu'on a un tiers de clandestins sur l'île. Je pense que c'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire qu'en fait, oui, pour construire des places de prison, oui, pour justement peut-être imposer une nouvelle prison en Guyane, mais par contre, en contrepartie, il faut que l'État puisse faire respecter l'ordre, et donc, en l'occurrence, cette question de la frontière avec le Brésil dont vous avez parlé. Mais n'y a-t-il et s'ils le font aussi, c'est qu'ils savent qu'il y a de l'écho derrière. Oui, ils ont réactivé tout l'imaginaire antisémite des années 30. Mais à cause d'une partie de l'extrême gauche, et à cause même de l'extrême gauche et des islamistes, malheureusement, l'Europe risque de ne plus être un continent où les Juifs seront en sûreté. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien une montée de l'antisémitisme en France, d'une part, mais également, d'autre part, dans tous les autres pays européens. Et effectivement, dès que maintenant vous organisez l'Eurovision, ça devient le théâtre pour les wokistes et les parties de l'extrême gauche pour vomir Israël. C'était déjà le cas l'année dernière, on se souvient à Malmö. Il faut quand même rappeler qu'à Malmö spécifiquement, les Juifs ne peuvent plus rentrer dans certains quartiers à Malmö parce que cette ville-là est complètement islamisée. Vous voyez aujourd'hui qu'on a une bascule, et surtout c'est que ces gens-là utilisent la cause palestinienne et donc l'antisionisme pour propager un discours antisémite. Avec nous, une étude qu'on a réalisée en janvier dernier, notamment quand on regarde en France spécifiquement les chiffres de l'antisémitisme aujourd'hui depuis le 7 octobre, les chiffres d'antisémitisme antisémites ont augmenté de plus de 3000% depuis 2023. Pour autant, on voit de plus en plus une corrélation directe avec l'islamisme, la cause palestinienne et ce qui se passe au Proche-Orient, puisque plus de 50% des faits d'antisémitisme sont liés à cette cause-là. Donc on voit bien qu'aujourd'hui l'antisémitisme a changé, c'est ce que dit d'ailleurs très souvent sur votre antenne Arnaud Klarsfeld, et qu'aujourd'hui, à cause de ces gens-là, l'Europe risque de ne plus devenir un continent sûr pour le peuple juif, et c'est, je pense, une des mutations majeures du XXIe siècle depuis le 7 octobre. Et on voit également, mais c'est vrai que ce n'est pas une surprise, François Taillot. On avait quand même les deux dernières semaines de la campagne faisaient qu'on avait la sensation qu'il y avait une sorte de, non pas de rattrapage d'une certaine façon, avec un Laurent Wauquiez qui avait imprimé un certain nombre de thèmes, notamment au sein du JDD, notamment sur les OQTF, etc., qui avait justement permis notamment d'augmenter le nombre d'interactions sur Google Trends. C'est un outil qu'on utilise pour évaluer, on va dire, combien l'impact d'une personnalité dans le débat public, et on voyait que Laurent Wauquiez, qui était loin en janvier par rapport à Bruno Retailleau, avait croisé la courbe. L'autre point ensuite après qui est de donner, c'est que maintenant que les Républicains se sont dotés d'un chef, que l'élection présidentielle prochaine devrait se jouer sans Emmanuel Macron, qui ne peut pas se représenter, et sans éventuellement Marine Le Pen à cause des juges notamment, on va se retrouver avec une présidentielle qui va être d'un nouveau genre, donc une présidentielle qui n'aura ni Marine Le Pen ni Emmanuel Macron. Et donc à ce titre-là, les adhérents des Républicains, donc il faut effectivement rappeler qu'aujourd'hui le parti a dépassé les 100 000 adhérents, c'est quasiment autant, enfin c'est un peu plus que le Rassemblement national, et c'est surtout 10 fois plus que Renaissance, le parti de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron. Ça va aussi jouer sur aujourd'hui la capacité de la droite à faire entendre une voix, une incarnation et une stratégie politique. Et c'est pour ça que nous, on a étudié également, et on pourra voir en détaillé, la stratégie des Républicains après ce vote qui est un vote important. Nous avons souligné